Devenir maître de sa destinée. Une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. À l'ISEP, nous recevons la clé. Avec Maître Justin Dongwegoundé, métaphysicien, sociologue de l'éducation, vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations, découvrir le territoire de votre potentiel, les clés du bonheur et des formules sacrées. Pourvu de lumière et dans la plénitude. Une émission pour vous aider à atténuer vos souffrances, vivre mieux et longtemps. Inonde l'échantillon et de lumière de chaque jour. Oui, nos échanges du jour, nous voici, nous y sommes. Quel risque court un individu mal prénommé? Je dis bien quel risque court un individu mal prénommé. C'est le thème de nos échanges du jour. Entrons dans les échanges par la première rubrique que nous mettons à votre disposition aujourd'hui, intitulée « Sujet de réflexion ». Autrefois, nos maisons étaient petites. Nous mangions ensemble dans une assiette commune et nos rires résonnaient jusqu'aux voisins. Aujourd'hui, nos maisons sont grandes, très grandes, vastes, mais elles sont vides de vie. Nos mets sont abondants, délicieux, mais personne n'est satisfait. Tout le monde s'ennuie. Autrefois, nous nous visitions avec joie. Si quelqu'un tombait malade, tout le monde accourait pour l'aider. Mais aujourd'hui, nous nous rencontrons à peine et à contre-cœur, avec des saluts froids, et nous sommes incapables de nous offrir de l'aide l'un à l'autre. Autrefois, il y avait un lieu de culte pour plusieurs villages réunis ou plusieurs quartiers de villes réunis. Nous connaissions tous nos voisins, même ceux qui habitent au bout de la rue. Aujourd'hui, chaque rue, chaque village, même chaque quartier de ville a son lieu de culte, mais les fidèles sont rares. Nous ne connaissons même pas notre voisin d'à côté, juste d'à côté. Autrefois, il y avait une seule télévision, peut-être par maison, je dis bien peut-être par maison, avec des horaires pour enfants et adultes, et tout le monde était content. Aujourd'hui, chaque pièce de chaque maison a sa télévision et 1000 chaînes.
mais personne ne sait ce qui se passe. Autrefois, il y avait un téléphone dans quelques rares maisons et seuls les parents répondaient par respect et tout le monde était ravi de l'appel. Aujourd'hui, chacun a 2 ou 3 téléphones, mais personne ne répond. Nous sommes hypnotisés par nos portables. Autrefois, le tableau noir à l'école était un mur et l'élève était intelligent. Aujourd'hui, le tableau est intelligent et l'élève est un mur. Dites-moi dans vos commentaires, dans quel monde vivons-nous? Et quel genre de vie souhaitez-vous laisser à vos enfants? Dites-moi cela en commentaire. Alors, quel risque court un individu mal prénommé? Je ramène dans un instant à vos souvenirs une image qui rapporte 5 phénomènes rattachés à la procréation. Mais pourquoi nous parlons chaque fois de procréation? Pourquoi j'en parle souvent? S'il n'y a pas de procréation, personne ne parlerait de prénom. Imaginez simplement une agglomération de 50 habitants seulement, dans laquelle personne n'est prénommé. À quoi allons-nous assister? À quoi assisteriez-vous? Imaginez une classe de juste de 10 élèves, dans laquelle il ne soit possible à l'enseignant de différencier tel de tel. J'espère que vous retrouvez là la première fonction sociale du prénom. Et cette fonction, c'est de distinguer les individus au sein de la société. D'abord, c'est la première fonction, plate et élémentaire. Maintenant, nous allons passer à l'image dont je parlais tantôt. Regardez très bien, il s'agit de l'horloge cosmique qui nous renseigne sur les phénomènes liés à la procréation. Observez très bien. Si vous pensez que la procréation relève du hasard, détrompez-vous. Approchez vos sièges pour mieux écouter ce qui va se dire à propos. Si vous trouvez cela intéressant, faites-le savoir dans vos commentaires. Avez-vous une connaissance du moment crucial que représente l'approche de l'ovule par les spermatozoïdes? Eh oui, pour la plupart d'entre vous, je l'espère, surtout à un certain âge et avec certaines connaissances. Vous connaissez parfaitement le mécanisme en apparence, tout au moins, mais êtes-vous sûr que tout se passe aussi simplement? Spermatozoïde et ovule, et puis ça donne un bébé. Vous savez, j'ai reçu il y a environ 9 mois en consultation un couple. Un homme et sa femme qui m'ont avoué qu'après 6 ans de vie conjugale, ils n'ont pas eu d'enfant. Leur tristesse était visible, de même que l'étonnement devant l'échec de l'itinéraire que les deux ont eu à pratiquer dans le but de satisfaire leurs besoins d'enfant. Ce qui a été fait est énorme. Plusieurs examens médicaux sans suite, des médicaments consommés sans lendemain, des séjours interminables, passés dans des camps de prière. Ce n'est pas un seul camp, et les camps la plupart du temps insalubres. Des moments de jeûne effroyables, des consultations de marabouts, des consultations de guérisseurs, des consultations de tradipraticiens, assorties souvent de la consommation à répétition de tisanes, de compositions parfois douteuses. Le monsieur m'a dit qu'il est complètement exaspéré face aux pressions familiales, d'une part, et surtout aux conseils de leur médecin traitant qui, au détour d'un dernier rendez-vous, lui a dit clairement de tout laisser dans la main de Dieu. Savez-vous ce que j'ai fait? Si vous voulez le savoir, rapprochez davantage votre siège, car ce que je m'en vais vous dire maintenant dépasse votre entendement. Ça, je suis certain. Cela va bouleverser les données de la science et cela va vous ouvrir sur d'autres dimensions
de la vie. Ça va vous ouvrir sur d'autres réalités hors du monde sensible. Le premier acte à poser était de savoir si la femme portait en elle l'utérus. L'utérus, vous savez, c'est l'appareil reproducteur dont je rappelle très rapidement les principales fonctions. L'utérus accueille et protège le fœtus. Il expulse le bébé à la naissance. En dehors de la grossesse, l'utérus se prépare chaque mois à une éventuelle grossesse en épaississant sa muqueuse, que l'on appelle encore endomètre. Si la fécondation n'a pas eu lieu, cette muqueuse est évacuée par les menstruations. Le col de l'utérus produit une glaire cervicale qui joue un rôle dans la protection contre les infections et facilite le passage des spermatozoïdes au moment de l'ovulation. En médecine, il est bien possible de localiser cet organe, je veux dire l'utérus, et de veiller à son traitement s'il se révèle défectueux au moment de l'examen. La femme a passé des années dans ce cheminement sans suite. Savez-vous ce qui s'est passé quand moi j'ai pris en charge le besoin de ce couple? J'ai procédé au bout de 6 semaines à une exploration qui m'a permis de trouver que la femme ne portait pas en elle un utérus capable de jouer le rôle, les fonctions dont je viens de vous parler. Elle ne portait pas cela. Pourquoi? Parce que l'utérus était en dehors d'elle, caché dans un vase, placé en lieu sûr dans un champ, loin des regards. Mais cela vous paraît étrange, n'est-ce pas? Ah oui, certainement, à cause de vos logiques qui vous empêchent de voir loin, de voir plus loin que le bout de votre nez. C'est juste une taquinerie amicale. Ce que vous entendez ici, ça va changer votre vision de la réalité. J'ai d'abord récupéré, après maintes négociations, l'utérus. Maintenant que je l'ai récupéré, il faut faire quoi? J'ai procédé maintenant à la mise en place de cet organe précieux. Et puis la suite, vous allez me demander ce qui s'est passé. Si vous voulez savoir, restez accrochés jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire si vous avez connu des cas similaires à celui que je vous présente ici ce matin. Retenez qu'au-delà de la simple réalité physique, il existe en profondeur des réalités non observables qui, a priori, déterminent ce que vos sens vous permettent d'appréhender, parfois même avec beaucoup d'erreurs. Nous allons revenir maintenant à notre image. Revenons donc à notre image. Si l'image peut être beaucoup plus grosse, tant mieux. Alors regardez tout le cadran. Vous allez constater qu'il est gradué de 1 à 12. Retenons symboliquement que chaque nombre représente un mois dans la chaîne d'une année. Observez sur le côté supérieur droit du cadran. Vous allez voir une partie opaque. Comment est-elle désignée et quelle est sa durée dans le processus? Vous allez noter qu'il s'agit là de la fécondation astrale, qui précède la fécondation physique. Cette fécondation astrale dure 3 mois et elle est facilement identifiable. Sans la fécondation astrale, il ne peut y avoir de fécondation physique. Notez ça. Notez. Il peut y avoir de fécondation physique constatable par le médecin. La fécondation astrale permet et conditionne la fécondation physique. Est-ce que vous le saviez? Certainement pas. Ici, nous n'utilisons pas la langue de bois. Nous ne manquons pas. Nous ne masquons pas l'absence de contenu. Nous n'évitons pas les questions difficiles.
Nous ne manipulons pas les opinions. Si cela vous plaît, faites-le savoir dans vos commentaires. La programmation de l'être s'effectue, si l'image revient en gros plan, vous verrez bien. Cela s'effectue pendant la fécondation astrale. La partie opaque, c'est en ce moment que s'effectue la programmation. Et la programmation est le premier phénomène que nous révèle notre image. Je vais parler de l'horloge cosmique. Si vous voulez savoir comment s'effectue cette programmation, restez attentifs jusqu'à la fin. Alors, 3 mois après la fécondation astrale, il se produit maintenant la fécondation physique, c'est-à-dire la dame va constater qu'elle ne retrouve pas ses règles, donc elle est enceinte. C'est le deuxième phénomène qui annonce le commencement de la gestation. Situé maintenant sur notre horloge, le début de la fécondation physique, et dites sur quel nombre se trouve l'aiguille au bout de 3 mois de grossesse. Le nombre 3 marque le début de la grossesse. Et le nombre 6 marque, vous regardez très bien, ça marque 3 mois de fécondation physique. Et 3 mois de fécondation astrale. Donc 3 mois de fécondation astrale plus 3 mois de fécondation physique, ça fait 6 mois. Observez davantage le nombre 6 par rapport à 12. Vous allez noter que le nombre 6 est la moitié de 12. Le début du 6e mois annonce la fin de la période embryonnaire et le commencement de la période fœtale. C'est le 3e phénomène que nous révèle l'horloge cosmique. Il s'agit là d'un passage dangereux parce que ce passage marque la rupture de l'unité. Cette rupture se manifeste sous la forme d'une loi que je formule comme suit. La moitié de toute unité est source de perturbation. La moitié de toute unité est source de perturbation. Comment la femme enceinte peut-elle ressentir cette rupture, cette perturbation? Par de petits mouvements sous forme de vibration au départ, allant s'amplifiant jour après jour. Nous nous trouvons ici en face du 4e phénomène, marqué par la manifestation de l'âme qui signale sa présence dans le corps en sa possession. Retournons maintenant à notre image. Je vais parler de l'horloge cosmique qui s'est affichée heureusement sur vos écrans chez vous. Plus les jours passent, plus les vibrations vont s'intensifier et devenir par moments de véritables mouvements du futur nouveau-né. Lesquels mouvements sont parfois observables, perceptibles à l'œil nu. Observez bien l'image pour déterminer la durée de ces mouvements. À partir de 6 jusqu'à 12, ces mouvements vont durer alors 6 bons mois et prennent fin à la naissance physique. C'est le 5e phénomène. Et ce 5e phénomène que nous révèle l'horloge cosmique est connu sous le nom d'incarnation animique. Quelle est sa symbolique? La symbolique de l'incarnation animique. Durant l'incarnation animique, le futur nouveau-né intensifie, jour après jour, son désir de communiquer ces 3 prénoms à la dame qui le transporte. Donc, il transporte ce futur nouveau-né. C'est là que le rôle de la mère prend toute son importance. Pendant 6 mois, elle doit s'efforcer d'écouter les prénoms de l'enfant qu'elle porte. Alors, à 12 mois maintenant, nous retrouvons la fécondation physique, la conjonction. Vous regardez bien la conjonction de la fécondation physique et de la naissance physique. Fécondation astrale et naissance physique. Alors, cela traduit la venue au monde de l'enfant. Le nouveau-né annonce sa venue au monde par des cris d'effroi face aux horreurs et aux souffrances qu'il découvre en ouvrant les yeux. Pour la médecine occidentale, c'est bien, ces cris
du nouveau-né, ces cris traduisent son bon état physique que l'on a noté donc à la naissance. Tandis que pour le métaphysicien ou la métaphysique, nous autres, nous en avons une autre lecture basée sur le potentiel. À la naissance, que font les parents? Ils attribuent à cet enfant les 3 prénoms qu'il a communiqués dans le meilleur des cas. Si les parents communiquent les 3 prénoms, nous sommes ici en face de prénoms bien attribués. L'enfant conserve la totalité de son potentiel de base du début de sa vie jusqu'à la fin de ses jours. Le prénom bien attribué est un gage de réussite. Mais que se passe-t-il si la mère n'a pas pu écouter les prénoms de l'enfant? Donc, elle ne peut pas les communiquer. Et en ce moment, les parents vont s'acharner sur l'attribution maintenant des prénoms au nouveau-né. Chacun y va de son choix, plaçant ainsi le nouveau-né dans une situation de mal nommé. Les mal nommés sont ceux qui portent des prénoms insolites, des prénoms difficiles à prononcer, ce que j'appelle des calembours d'un goût douteux. Les mal nommés sont ceux qui portent des prénoms composés, par nature faibles parce que trop artificiels. Les mal nommés sont ceux qui portent des prénoms singuliers et bizarres, des prénoms de personnalités politiques, de vedettes, de héros, du cinéma ou de télévision. Les mal nommés sont ceux qui traînent à vie les diminutifs de leurs prénoms, lesquels prénoms étaient déjà inadaptés, et on coupe ça encore. Alors quel est le risque que court un individu qui est mal prénommé? La première conséquence du prénom mal attribué est la perte dès la naissance de 90% du potentiel de base. Si actuellement, vous vivez avec des prénoms, vous qui m'entendez, vous qui me suivez, si vous vivez actuellement avec des prénoms mal attribués, sachez qu'il ne vous reste que 10% de votre potentiel initial pour vous réaliser dans la vie. 10%, est-ce que ça va suffire? Que de peines vous attendent. Les prénoms mal attribués déséquilibrent l'individu, détruisent ses possibilités et l'empêchent de s'accomplir, simplement parce qu'on vous a mal prénommé. À titre d'exemple, voici quelques éléments. Une analyse de noms courants à effet direct sur la vie de ceux qui les portent, que je vais essayer en fait de voir avec vous. Alors vous regardez sur le tableau des prénoms comme Yao, Philippe, etc. Vous regardez tout ce que j'ai souligné en jaune, c'est ça qui marque les effets directs. Alors vous prenez Yao par exemple. Yao a droit à 3 vies, c'est-à-dire 90 ans. Mais à la fin donc de sa première vie, donc 0 à 30 ans, il sera très très nerveux. Pour rien, il va se fâcher. Et à partir donc de la 31e année de sa vie, qu'est-ce qui va se passer? Il va subir ce que nous appelons la captivité. La captivité, c'est quoi? C'est qu'il donne la possibilité à toute force nuisible d'entrer dans son système et de pouvoir le maintenir à néant. Alors, s'il ne se bat pas, il ne peut pas être libéré. Mais il a la chance d'être libéré et de retrouver son chemin de bonheur. Vous prenez un nom comme Philippe, qu'est-ce qui va se passer? Il va passer 30 ans dans les obstacles, dans les difficultés. Et il passera la seconde vie de 30 ans à nourrir de l'ambition. Mais s'il ne fait rien pour réaliser l'ambition, il n'y aura pas la gloire. Vous prenez une dame comme Léonie. Elle est réputée dans la première vie, donc la première trentaine d'années, si elle se mariait autour de 25 ans, 22 ans, tout ça, comme une bonne épouse, comme une fervente patriote, d'accord, mais à partir de la seconde vie, c'est-à-dire de 30 à 60 ans, ben non, c'est les douleurs qui vont s'installer dans sa vie, c'est des peines. Et elle peut courir, elle court le risque d'attentat. Tout ce qu'elle ferait de bon, pense-t-elle, serait toujours traduit comme ce qui n'est pas bon. Et c'est ça que nous mettons dans imperfection.
Vous prenez Séraphine, Séraphine a juste, pour les 30 premières années, beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés de rester sur son chemin. Mais elle va aborder maintenant la seconde vie, c'est-à-dire de 30 à 60 ans, dans les erreurs, dans la tristesse, dans le manque de clairvoyance. Mais ce n'est qu'à partir de 60 ans que le sentiment de justice et d'honnêteté va apparaître. Mais ça ne pourra plus se réaliser dès lors que les 60 premières années de sa vie ont été complètement bousculées. Vous prenez un prénom comme Femi. C'est quelqu'un qui est sans valeur morale et physique. Donc ça veut dire que l'intéressé non seulement va passer un grand moment dans l'énervement et la seconde vie, une trentaine d'années, parce que sa vie est réduite là, du fait qu'on lui a attribué le prénom Femi, sa vie est réduite donc à 60 ans au lieu de 90 ans. L'intéressé serait sans valeur morale et physique. Et vous voyez souvent des gens qui soit sont hémiplégiques à vie, soit des gens qui sont façon détraqués, c'est des gens en fait donc qui sont dans les rues et qui ne sont pas en fait intéressants à voir. Alors vous prenez un prénom comme Jessica. Alors vous voyez ce que nous mettons dans exil, c'est à partir donc de la vingtaine jusqu'à 30 ans. C'est une personne qui, si elle s'appelait comme ça, va vivre des moments intenses. Le désir de même de quitter là où elle habite va, ce désir en fait va s'intensifier au point qu'elle peut s'exiler. Mais elle ne va retrouver le bonheur et la joie dans le mariage que complètement à la fin de sa vie. Or, vous regardez ce prénom, ça ne nous donne qu'une soixantaine d'années. Vous prenez Cornette, c'est un prénom très peu habituel. Donc, vous avez 30 ans d'irrésolution, donc c'est beaucoup d'obstacles. Et l'intéressé, après ça, a la chance quand même d'aller très loin dans les études. Et il y a un peu comme un amour pour la justice et l'honnêteté, donc c'est quelqu'un qui doit être franc. Alors, vous prenez un prénom comme Basilia, il faut qu'on aille très vite. Vous avez, dès la deuxième vie, c'est ce que nous appelons hymen et chasteté. Hymen et chasteté, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que sur le col de l'utérus de cette dame, il y a une membrane invisible qui doit l'empêcher en fait donc de concevoir. Au point que sur une dizaine d'années, une quinzaine d'années après, le désir en fait de ne pas se marier va finir par l'habiter. Donc voilà une première série d'exemples que je vous ai donnés. Nous allons peut-être regarder une seconde série. Donc juste quelques noms auxquels peut-être vous êtes habitués. Sabo, il n'y a rien là-dedans. Donc ceux qui vont porter ces prénoms sous prétexte que ce sont des jumeaux ou je ne sais pas quoi, ce sont des flatteurs et des hypocrites avec une vie totalement réduite. Et vous prenez un prénom comme Raymond, première partie de la vie sur 10 ans, voilà des enfants qui sont soumis à des obstacles. C'est-à-dire l'obstacle, ce qu'on appelle nous commis en fond, un peu comme une haine, une jalousie. L'intéressé ne sait même pas ce qu'il a fait et puis tout le temps, il est envié. Un peu de succès et puis après, c'est la catastrophe qui s'installe à partir de 20 ans. Alors, vous prenez un prénom comme Sergio, bon, c'est nul, tout à fait nul, à partir de 30 ans. Donc, l'intéressé va mener une vie très désagréable et presque inutile. Vous prenez un prénom comme Oswald, vous verrez très bien que si vous portez ce prénom, à partir de 30 ans, entre 30 et 60 ans, vous allez perdre votre épouse. Et si vous vous mariez, ça ne va vraiment pas vous apporter ce que vous souhaitez immédiatement, mais ça va être complètement vers la fin de votre vie. Un prénom comme Didier, à partir de la trentaine d'années, ce n'est que le désastre. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui nourrit beaucoup de défauts. Les défauts sont très nombreux, mais les réussites sont très douloureuses. Autrement dit, s'il faut pour quelqu'un une seule action pour réussir, pour celui-là qui a des réussites tout à fait douloureuses, il lui faut peut-être 10 actions. Donc c'est complètement difficile et à cet effet, vous comprenez bien qu'il nous faut réfléchir
pour mieux prénommer nos enfants. Alors quand vous regardez la situation, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à 7 ans déjà, si l'enfant ou l'individu est mal prénommé, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'installer lui-même dans un encombrement. Et l'encombrement est fait de souffrances primitives et d'émotions. Les souffrances primitives et d'émotions dès 7 ans. Et ces anxiétés vont alimenter des tensions. Et ces tensions vont se diffuser et devenir finalement la source du déplaisir et des souffrances. Lesquelles souffrances portent en elles-mêmes ce que j'appelle les liens de la déliaison. C'est des gens qui ne seront vraiment pas liés à un environnement très heureux, et ça porte également les liens du refus de penser. Alors ces souffrances génèrent des troubles psychopathologiques, des troubles somatiques perceptibles dans l'entourage. Donc vous regardez ces gens-là qui sont implantés dans la souffrance dès l'âge de 7 ans, c'est difficile. Et dans la pratique, l'ambiance devient très insupportable, même en présence de malaise diffus ou d'émotions massives et contagieuses. D'une manière générale, le prénom, vous le savez, ça porte des polarités positives et ça porte des polarités négatives. Alors quand vous êtes sous l'influence de polarités fortement négatives, ça veut dire que vous êtes mal prénommé. Donc vous êtes exposé aux échecs. Donc réussir votre vie est ainsi hypothéqué. Et aussi, vous constatez avec moi que le prénom d'un individu, c'est finalement son réservoir d'énergie. Ce prénom constitue ce que j'appelle le facteur de réussite, comme ça peut aussi être le facteur d'échec. C'est en ce sens que j'ai souvent pensé qu'un prénom est un précieux investissement. Il ne faut pas s'y lancer comme on veut. C'est un capital que l'on peut qualifier de capital prénom. Je voudrais revenir très rapidement sur la durée d'une grossesse qui fait parfois objet de controverses dans certains milieux. Alors nous allons essayer de nous comprendre. Il existe une fécondation astrale qui se produit avant la fécondation physique. Nous l'avons dit tout à l'heure, et sans la fécondation astrale, il ne peut pas avoir la fécondation physique. Donc la fécondation astrale conditionne la fécondation physique. Si vous êtes d'accord avec moi que cette fécondation astrale se produit exactement 1 an, jour pour jour, heure pour heure, avant la naissance physique, vous comprenez à quelle horloge secrète obéit la femme. La femme obéit à une sorte d'horloge secrète. Vous comprenez aussi qu'il n'y a pas de hasard dans la venue au monde d'un enfant. Non, il n'y a pas de hasard. Nous allons maintenant examiner les conséquences d'un tel postulat et voir si cela correspond effectivement à des réalités. Nous allons prendre un exemple lié à ce que vous connaissez, une naissance archétype, c'est-à-dire la naissance de Jésus. Car si notre hypothèse est exacte, nous devons en trouver une preuve ou quelques traces dans le Nouveau Testament. Donc, si Jésus, mais ce que je vais dire est aussi applicable à chacun d'entre vous, si Jésus est né le 24 décembre à minuit de l'an 1, puisque c'est ce qu'on nous a dit, de l'an 1 de notre ère, il a dû être fécondé astralement le 24 décembre à minuit de l'an -1. C'est-à-dire 1 an, très exactement, avant sa naissance. Si s'est produit quelque chose ce 24 décembre de l'an -1, nous devons en trouver une trace. Eh bien, voici ce que moi je vous invite à aller regarder dans la Bible. Les rois mages. Au moment de l'épiphanie, c'est-à-dire 13 jours après la venue au monde de Jésus, les rois mages partis d'Orient, selon la légende, arrivent à Bethléem pour rendre hommage à celui qu'ils considèrent comme un être d'exception. Ces rois mages, d'après la tradition, étaient blancs, jaunes et noirs, un Perse, un Chinois et un Éthiopien. Et ils venaient du fin fond de la terre, tel qu'on la concevait en ce temps-là.
Or, comment peut-on imaginer que ces rois mages aient eu le temps de se livrer à des observations astronomiques, ou parfois astrologiques aussi? À l'époque, les deux se combinaient, astronomie et astrologie se combinaient à l'époque. Comment ils pouvaient observer cette étoile, qu'ils aient eu la possibilité l'observer et tirer les conclusions topographiques nécessaires, qu'ils se soient concertés, je parle des trois mages, qu'ils aient aussi formé une caravane, qu'ils aient traversé les déserts pour aller rencontrer Hérode, parlementer avec les principaux prêtres et les scribes de Jérusalem. Comment ils aient pu faire le voyage à Bethléem, et tout cela en 13 jours. Quand on connaît la manière de vivre des hommes de l'Orient, on sent tout de suite que nous nous heurtons ici à une impossibilité majeure. Il ne leur a pas été possible de faire le parcours en 13 jours. En 2 semaines, ce n'était pas possible d'accomplir une telle randonnée, mais bien 1 an et 2 semaines. Autrement dit, ce que ces rois mages, entourés d'astrologues, ont découvert, c'est bien l'étoile de la fécondation astrale, qui s'est manifestée 1 an avant la naissance physique de Jésus. Et en voici davantage ce que je voudrais vous dire. Là, je vais citer Saint Matthieu. Il a écrit ceci dans son évangile. Hérode ayant appelé les mages en secret, il s'enquit exactement auprès d'eux du temps où l'étoile était apparue. Réponse vraisemblable des mages. Nous l'avons aperçu il y a 1 an. C'est ce que les mages ont répondu à Hérode. Hérode prend bonne note de la date indiquée et convie les rois mages à se rendre à Bethléem, en les priant toutefois de l'informer à leur retour de ce qu'ils auront vu et de ce qu'ils auront entendu. Ce que les mages, leur mission une fois accomplie, se gardèrent de faire. Donc ils ne sont pas retournés vers Hérode. Alors Hérode entre alors dans une violente colère. Et qu'est-ce que l'évangile de Matthieu nous dit? Il envoie tuer tous les enfants qui étaient dans Bethléem et dans tout son territoire depuis l'âge de 2 ans et au-dessous, d'après la date exacte que les mages lui avaient fait connaître. Vous allez lire Matthieu 2 et la suite. Or, cette date exacte incitait Hérode à penser que Jésus était âgé de 13 à 14 mois, compte tenu de l'attente des mages. Ne voulant pas prendre de risques, Hérode ordonne donc le massacre de tous les enfants de moins de 2 ans. Alors que si la date exacte de l'apparition de l'étoile avait correspondu à celle de la naissance véritable de Jésus, il suffisait à Hérode de se débarrasser de tous les enfants âgés de moins de 6 mois, ou par précaution de tous les enfants de moins d'1 an. Je voudrais vous inviter à continuer la réflexion et continuer la recherche. Alors si vous y arrivez, mentionnez dans vos commentaires si vous avez pu trouver des exemples de naissance similaires à celle de Jésus qui montrent aussi clairement, et il s'agit ici d'une symbolique, qui marque aussi clairement la prééminence de la fécondation astrale. Avant de procéder à la clôture de nos échanges du jour, je voudrais vous inviter à aller avec moi dans une seconde rubrique que j'introduis ce jour dans nos échanges du jour. Pour cette rubrique, pour découvrir le rôle de la naissance. Il s'agit de quoi? De force du savoir. Nous allons suivre ensemble Imhotep, le génie noir que l'histoire a blanchi. Un nom ancien, gravé dans la pierre, est la mémoire du Nil. Il y a près de 5000 ans,
un homme sans couronne ni privilège a gravi les sommets par la seule force du savoir. Architecte visionnaire, médecin pionnier, ingénieur de génie, prêtre éclairé, penseur intemporel. Un seul homme, plusieurs sciences, une seule mission, élever l'esprit humain. Il n'était pas né noble. Il est devenu immortel. Ce qu'il a bâti a défié le temps. Mais ce qu'il représentait a été effacé, oublié, parfois même défiguré. Aujourd'hui, nous remettons la lumière sur ce génie africain que l'histoire a tenté d'ensevelir. Voici l'histoire vraie d'Imhotep. Avant d'être un mythe, Imhotep fut un homme. Un nom ancien, discret, presque effacé des mémoires modernes, mais qui résonnait comme une force divine dans l'Égypte antique. Imhotep, celui qui vient en paix. Un nom qui n'a rien d'anodin dans une époque où les noms portaient l'empreinte du destin. Nous sommes vers 2700 avant notre ère, sous le règne du pharaon Djézé, au cœur de l'ancien empire égyptien, l'une des premières grandes civilisations organisées de l'humanité. À cette époque, la société est rigide, hiérarchisée, structurée autour du culte du divin et du pouvoir absolu du pharaon. Dans ce contexte, la naissance détermine presque tout, ton métier, ta place, ta voix. Et pourtant, au milieu de cette société figée, un homme sans sang royal, sans titre héréditaire, va tout bouleverser. Imhotep est né du peuple. Son père est un artisan, peut-être un constructeur ou un sculpteur, sa mère, selon certaines sources, serait une prêtresse. Rien ne le prédestine à entrer dans les cercles du pouvoir. Mais Imhotep porte en lui une intelligence rare, un génie brut qui va très vite dépasser les limites imposées par sa naissance. Il se forme dans les « maisons de vie », ces centres de savoir réservés à l'élite intellectuelle du pays. Il y étudie les mathématiques, l'astronomie, la médecine, l'architecture, la théologie. Mais surtout, il ne se limite à aucun domaine. Pour lui, la connaissance est un tout, une symphonie dont il maîtrise chaque instrument. Très jeune, il attire l'attention des scribes, des prêtres, puis du pouvoir royal lui-même. Le pharaon Djézé en fait son vizir, c'est-à-dire son premier ministre, le plus haut fonctionnaire du royaume. Mais pas seulement, Imhotep devient l'architecte de ses rêves, le médecin de sa cour, le stratège de son règne. À une époque où un homme était défini par une seule fonction, Imhotep brise les codes. Il est architecte, ingénieur, médecin, mathématicien, prêtre, philosophe. Une encyclopédie vivante. Un esprit universel dans un seul corps. Il supervise les grands chantiers de l'État, conçoit des structures encore jamais vues, soigne les puissants comme les humbles, étudie les maladies, développe des méthodes de diagnostic. Et dans le même temps, il se plonge dans la méditation et les mystères des temples, réfléchissant aux lois de l'univers, à l'ordre divin, à l'harmonie cosmique. Imhotep n'est pas seulement un homme de pouvoir. Il est un homme de vision. Un pionnier. Un éclaireur. Un maître dans un monde encore en construction. Ce qui frappe, c'est la force de son ascension. Il n'est pas né noble, mais il sera divinisé après sa mort. Car oui, des siècles plus tard, les Égyptiens le vénéreront comme un dieu. Dieu de la sagesse, de la médecine, de la connaissance. Son nom sera gravé dans les temples, ses statues placées aux côtés de celles des pharaons, son savoir transmis en secret dans les écoles des prêtres. Mais ce n'est là que la première étape de son parcours. Car les exploits d'Imhotep dépassent les mots. Ce qu'il va construire, ce qu'il va écrire, ce qu'il va découvrir, vont poser les fondations de sciences entières. Et pendant que d'autres rêvaient encore de divinité, lui bâtissaient l'avenir de l'humanité. De simples sujets à conseiller du trône, son ascension éclaire déjà la grandeur de son génie. Mais ce n'était qu'un prélude. Car Imhotep ne s'est pas contenté de briller dans son temps. Il a changé le cours de l'histoire. Dans le silence brûlant du désert de Saqqara, une silhouette anguleuse s'élève encore, pareille à une stèle dressée contre l'oubli, la pyramide à degrés. Avant qu'Imhotep ne prenne le calame pour tracer ses plans, les pharaons se faisaient inhumer dans de modestes mastabas de briques crues, rectangles posés à même le sable, promis à l'érosion. Il eut l'audace d'imaginer autre chose, non plus un tombeau rampant, mais une montagne de pierres qui ramènerait l'horizon vers les dieux. À l'époque, personne n'avait jamais tenté de hisser de lourds blocs calcaires les uns sur les autres. Aucune carrière n'avait encore fourni le calcaire blanc de Toura à si grande échelle. Aucun contremaître n'avait coordonné des milliers d'artisans, de tailleurs, de porte-blocs, de charretiers, d'arpenteurs, d'esclaves et d'hommes libres dans un balai aussi précis qu'un mécanisme d'horloge. Imhotep calcula les pentes, répartit les charges, inventa des rampes à virages, fit tailler les blocs selon des gabarits réguliers et vérifia chaque alignement au cordeau et au fil à plomb. 6 mastabas superposés, chacun légèrement plus étroit que le précédent, dessinèrent une ébauche d'escalier cosmique.
Lorsque la dernière assise fut posée, le monument culmina à 62 mètres. La plus haute structure de pierre jamais construite jusque-là, éclatant de blancheur sous le soleil, visible des caravanes à des lieues à la ronde. Mais la pyramide elle-même n'était que le cœur d'un ensemble bien plus vaste. Imhotep entoura l'édifice d'une enceinte crénelée longue de plus d'un demi-kilomètre, perça un portail monumental orienté vers Orion, aménagea une cour d'Ebsed pour les jubilés royaux, creusa des galeries funéraires profondes comme des veines sous la peau du désert. À l'entrée, un couloir à colonnes, première colonnade en pierre de l'histoire, accueillait les processions. Les fûts sculptés imitaient les tiges de papyrus et rappelaient que l'architecture, chez les Égyptiens, était autant métaphore de la nature que défi technique. Tout, dans cette œuvre, respirait l'innovation, la taille standardisée des blocs, l'emploi de linteaux monolithes, le principe même de la verticalité pérenne. Par son audace, Imhotep ouvrit la voie aux géants de Gizeh. Khéops, Képhren et Mykérino ne sont que les petits-fils spirituels de ce premier geste. Plus loin dans le temps, les ziggourats mésopotamiennes, les cathédrales gothiques, les gratte-ciels d'acier de Chicago ou de Dubaï prolongent la même intuition. Assembler la matière pour défier la pesanteur et inscrire l'homme dans l'infini. Pour le peuple, la pyramide était un escalier vers le ciel. Pour Djézé, un trône éternel. Pour Imhotep, une équation résolue grandeur nature. Chaque bloc, pesant parfois plusieurs tonnes, répétait à l'unisson une leçon de géométrie et de foi. La solidité réside dans la justesse des angles, l'éternité dans la précision des mesures. 4 millénaires plus tard, le monument tient encore, lézardé mais debout, témoin muet de la maîtrise mathématique d'un homme que rien ne destinait à gouverner la pierre, sinon son propre génie. Or, bâtir en hauteur n'était qu'une facette de cet esprit polymathe, car le même homme qui dressa la première montagne artificielle sut aussi sonder les arcanes du corps humain et y porter remède. Comprendre Imhotep, c'est accepter de sortir des cases étroites que l'histoire impose aux grands hommes. Car il ne fut pas seulement architecte, ni seulement médecin, ni uniquement ingénieur ou prêtre. Il fut tout cela à la fois. Et plus encore. Tout commence avec la pierre. Son génie s'est d'abord exprimé dans l'architecture, à une époque où bâtir signifiait entasser de simples briques crues. Imhotep, lui, ose l'impossible, dresser la toute première pyramide en pierre de taille de l'humanité. La pyramide à degrés de Saqqara, érigée pour le roi Djézé, n'est pas une simple tombe, c'est une déclaration de puissance, une percée verticale dans le ciel. Haute de 60 mètres, cette œuvre révolutionne non seulement l'Égypte, mais le monde entier. Elle marque la naissance de l'architecture monumentale et deviendra l'ancêtre direct des géants de Gizeh. Sans elle, pas de Khéops, pas de temples colossaux, pas de civilisation exprimée dans la pierre. Mais Imhotep ne s'est pas contenté de bâtir des monuments. Il a aussi sauvé des vies. Car derrière l'architecte se cachait un clinicien d'une modernité stupéfiante. Le papyrus Edwin Smith, attribué à son enseignement, est le plus ancien traité de médecine connu à ce jour. Pas de magie ni de superstition dans ces pages, seulement de l'observation, du raisonnement et des gestes précis. Il examine, diagnostique, pronostique. Il pratique la chirurgie, utilise des bandages, suture des plaies, applique des remèdes naturels et conçoit même des régimes diététiques adaptés. À une époque où la douleur était souvent considérée comme une punition divine, Imhotep posait les bases d'une médecine rationnelle, fondée sur les faits. Il faut attendre 2 millénaires pour voir une telle rigueur réapparaître avec Hippocrate. Or, pour concevoir des pyramides et soigner des hommes, il faut aussi comprendre les nombres, les formes, la logique. Imhotep maîtrisait la géométrie comme un poète manie les mots. Il savait calculer les angles, équilibrer les masses, tracer des plans urbains, creuser des canaux d'irrigation. Son savoir d'ingénieur et de mathématicien influencera l'Égypte pendant des siècles. Il mesurait la crue du Nil, optimisait l'agriculture, bâtissait des systèmes hydrauliques. On lui attribue même la fameuse corde à 12 nœuds, l'outil des arpenteurs pour tracer des angles droits. Il ne construisait pas seulement des monuments, mais des sociétés durables. Enfin, au sommet de cette pyramide de savoir, Imhotep se tenait aussi comme prêtre, philosophe, penseur. Grand prêtre d'Héliopolie, il était initié au mystère de Maat, cet ordre divin qui régit le monde. Pour lui, bâtir n'était pas un simple acte technique, mais un geste sacré. Soigner, c'était rétablir l'harmonie du corps, tout comme tracer une digue, c'était apaiser le chaos des eaux. Chez Imhotep, la science et la spiritualité ne s'opposaient pas, elles s'unissaient. Chaque pierre, chaque formule, chaque remède, chaque prière faisait partie d'un seul et même projet, élever l'homme vers les cieux en l'ancrant mieux sur la terre. En somme, Imhotep fut un esprit total. L'architecte qui invente la verticalité sacrée.
le médecin qui soigne par la raison, l'ingénieur qui dompte la nature, le prêtre qui unit les lois du monde visible et invisible. Rarement dans l'histoire un seul homme a touché autant de domaines, avec autant de précision, de puissance et de profondeur. Et pourtant, malgré cette grandeur, son nom fut effacé des mémoires. Mais comment un tel génie a-t-il pu être oublié? Pourquoi son héritage a-t-il été réduit au silence pendant des siècles? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Mais alors, une question dérange. Si Imhotep était un tel génie, pourquoi son nom ne figure-t-il dans aucun manuel scolaire? Pourquoi nos enfants apprennent-ils qu'Hippocrate est le père de la médecine, mais n'entendent jamais parler d'Imhotep? Pourquoi les pyramides sont-elles montrées, mais jamais les hommes qui les ont pensées? La réponse est brutale, l'histoire d'Imhotep a été volée, effacée, déformée. Tout d'abord, son héritage intellectuel a été absorbé, voire pillé, par les Grecs anciens, qui eux-mêmes admiraient l'Égypte. Hippocrate, Platon, Pythagore, tous se sont abreuvés de la sagesse africaine. À Héliopolis et à Memphis, ils ont étudié les mathématiques, la médecine, l'astronomie. Mais au fil des siècles, les sources se sont inversées. Ce sont devenus eux, les maîtres. Eux, les pères fondateurs. Imhotep, lui, est resté dans l'ombre. Volé par les mots, effacé des pages. Et ce n'est pas tout. L'Occident moderne a enfoncé le clou. Hollywood, par exemple, n'a pas seulement ignoré Imhotep, il l'a transformé. Dans La Momie, blockbuster américain, Imhotep devient un sorcier maléfique, un monstre, une créature maudite. Le savant est devenu une caricature. Le père de la médecine, un fantôme à fuir. Plus grave encore, son identité africaine a été gommée. Peu à peu, les représentations d'Imhotep ont changé. De peau foncée, il est devenu clair. Ses traits africains ont été lissés, européanisés. Dans les illustrations, les séries, les musées même, le noir profond de l'Égypte ancienne a été repeint couleur sable. Ce n'est pas une simple erreur, c'est un blanchiment historique. Et ce silence ne s'arrête pas aux écrans. Dans nos écoles, dans nos programmes, dans nos esprits, le nom d'Imhotep est absent. Comme s'il n'avait jamais existé. Comme si l'Afrique n'avait jamais enfanté de génie. Et pourtant, elle l'a fait. Il est temps de réparer cette injustice. Il est temps que nos enfants sachent que l'un des plus grands savants de l'humanité était un homme noir, né il y a 5000 ans sur les bords du Nil. Un homme qui a bâti, soigné, calculé et prié pour faire avancer le monde. Et ce n'est pas tout. Car la suite de l'histoire d'Imhotep est encore plus étonnante. Il ne fut pas seulement respecté. Il fut divinisé. Redécouvrir Imhotep, ce n'est pas juste faire de l'histoire. C'est réparer une mémoire. C'est rappeler au monde et à nous-mêmes que le génie africain ne date pas d'hier. Bien avant les académies grecques, les amphithéâtres romains ou les universités européennes, un homme noir, fils d'artisan, écrivait, bâtissait, soignait et pensait pour élever son peuple. Imhotep, c'est la preuve vivante ou plutôt oubliée que les sciences, la médecine, l'architecture, la philosophie n'ont pas commencé en Europe. Elles ont aussi des racines profondes en Afrique. Oui, l'Afrique a été à l'avant-garde du savoir humain. Elle n'a pas été qu'un continent dominé. Elle a été une source, un berceau, une lumière. Mais cette lumière a été voilée, volontairement, pendant des siècles. Et chaque fois qu'on efface des figures comme Imhotep, c'est un continent entier qu'on ampute de sa fierté. On empêche une jeunesse de croire en elle. On fait croire que le savoir est étranger à ses origines, que l'intelligence ne lui appartient pas. Pourtant, Imhotep est là, dans chaque salle de classe, dans chaque hôpital, dans chaque bâtiment qui s'élève vers le ciel. Il est un symbole puissant de ce que l'Afrique a été capable de produire. Et surtout, de ce qu'elle peut encore produire. Le redécouvrir, c'est regarder l'avenir avec des racines solides. C'est dire à toute une génération, tu viens d'un peuple de bâtisseurs, de penseurs, d'inventeurs. Tu peux créer, tu peux soigner, tu peux changer le monde. Imhotep n'est pas une légende inventée. Il a marché sur cette terre. Il a dessiné, bâti, soigné, réfléchi. Il n'est pas une fiction hollywoodienne. Il est un fait historique. Un Africain. Un homme du peuple. Un génie universel. Et pourtant, son nom a été volontairement effacé des manuels, gommé des mémoires, travesti dans les films. Parce qu'il dérange. Parce qu'il remet en question la narration dominante. Parce qu'il prouve que l'Afrique n'a pas seulement subi l'histoire. Elle l'a construite. Mais tant que l'histoire oubliera ses vrais bâtisseurs, nous continuerons à la réécrire. À leur rendre justice.
à rallumer cette lumière que d'autres ont voulu éteindre. Imhotep, c'est plus qu'un nom. C'est un rappel, une boussole, une promesse. Et son réveil, c'est aussi le nôtre. Voilà, si vous avez aimé la force du savoir, faites-le savoir dans vos commentaires. Dites surtout ce que vous inspire l'histoire de ce génie que la naissance dans un environnement modeste ne prédisposait pas à entrer dans cette gloire qu'on lui connaît aujourd'hui, mais qu'on a essayé d'effacer. Si vous pensez que ce que nous devons laisser à la postérité, ce que nous devons laisser est une vie bien meilleure à celle que nous avons vécue, dites-le également dans vos commentaires. Et surtout, apportez des arguments justes et appropriés. Nous allons conclure nos échanges par une note d'assurance. Si vous avez le sentiment que vos souffrances actuelles sont entre autres dues au prénom que vous portez, ne paniquez pas. Il y a une solution pour vous. Confiez à l'ISEP le soin d'identifier à votre place les influences des prénoms que vous portez. Et nous allons accompagner cette identification d'un protocole de nettoyage pour faire rejaillir les polarités positives de vos prénoms. C'est un service disponible sans consultation préalable. Vous attendez un bébé dont vous avez envie d'écouter les prénoms avant que l'enfant ne naisse. Ici aussi, ne paniquez plus. Confiez-nous, donc confiez à l'ISEP le soin d'échanger avec votre enfant dès le ventre de sa mère pour écouter les prénoms qu'il va nous communiquer et nous, à notre tour, nous allons vous communiquer les 3 prénoms que nous aurons tirés de cet enfant. Aujourd'hui, il est possible, sans que vous ne soyez obligé de vous déplacer, d'entendre à votre place les prénoms de votre enfant avant sa naissance physique. À sa naissance, nous disposons encore de 7 jours pour nous rapprocher de lui afin d'obtenir les prénoms originels. Mais dès le 8e jour, l'oubli s'installe. Et l'oubli s'empare de lui et il ne se rappellera plus jamais de ses prénoms originels. Les souffrances commencent à cet instant et ces souffrances vont durer le temps que ça va durer. Ce service est forcément soumis à une consultation préalable. Vous-même, vous êtes en train de vous demander comment renouer avec vos prénoms propres, vos prénoms originels, que vous n'avez pas eu l'occasion de communiquer. Vous vous êtes battu pendant 6 mois dans le ventre de votre mère, mais elle n'a pas été préparée à vous écouter à l'époque-là. Vous êtes né, on vous a attribué des prénoms aujourd'hui qui vous dérangent. Ne vous faites plus de soucis. Il vous suffit de passer en consultation pour avoir accès à ce service que nous appelons récupération des prénoms originels. Je voudrais m'arrêter ici pour aujourd'hui en vous laissant le soin de prendre maintenant la parole pour ceux et celles qui nous suivent en ce moment pour apporter votre contribution à l'approfondissement du sujet du jour. J'espère qu'il vous a plu. Nous mettons à votre disposition 2 numéros de téléphone pour intervenir en direct dans cette émission. Le premier numéro, ça va s'afficher, les 2 d'ailleurs, c'est le plus 229 01 51 51 51 35, c'est le numéro traditionnel. Et le nouveau numéro, c'est le plus 229 01 45 07 82 69. Les 2 numéros sont affichés sur vos écrans, sur vos téléphones. Il suffit de les consulter et d'appeler. Dès que vous avez la ligne, je vous prierai de vous éloigner du poste récepteur avant d'intervenir. Cela permettra à nous tous d'avoir une écoute confortable. Alors je voudrais donc ici vous inviter à intervenir dans cette émission. À vous de jouer maintenant. Uswaita no vitele ize puwe itatolo. Uswaita
parole est à vous, chers amis, de nous suivre en ce moment. Un morceau pour égayer notre assistance. Ce serait intéressant. En attendant le premier appelant, je voudrais vous convier à vous approprier cet outil précieux que nous appelons le mouchoir magnétique. C'est un mouchoir d'une intensité très élevée, vibratoirement parlant, et ça résout plusieurs problèmes. Il vous suffit simplement de vous rapprocher de nos bureaux situés ici dans quelques villes du Bénin, Cotonou, Porto-Nouveau, Lokossa, Zové, Boïcon, Dassa, Parakou. Et puis du coup, vous allez pouvoir vous en approprier. Vous savez ce que le mouchoir fait. Oui, allô? Grand maître. Bonjour. Bonjour, grand maître. Oui, bonjour, monsieur. Oui, c'est Claudie Émile depuis Porto-Nouveau. Monsieur? Claudie Émile depuis Porto-Nouveau. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Je vous remercie infiniment pour l'émission. Oui. Nous avons suivi bout en bout votre message. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Nous vous souhaitons un bon dimanche. Merci bien. Oui. J'espère que vous allez nous envoyer un petit commentaire juste en bas de Bien ce que sûr. nous sommes en train de faire. Oui, oui, maître. Un simple bonjour, ça nous suffirait. D'accord, je ne manquerai pas. Merci beaucoup. Derrière vous, certainement, il y a un autre appelant. Les numéros sont affichés 01 51 51 51 35 ou 01 45 07 82 69. À vous l'antenne, à vous la ligne, les différentes lignes. Nous sommes passés d'un numéro à 2 aujourd'hui pour vous permettre, ceux qui ont souvent raté, pour vous permettre de nous joindre en direct sur cette émission. Bonjour. Bonjour. Allô? Frère maître. Bonjour. Oui, bonjour, bien-aimé frère maître. À qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? L'homme est depuis Sao. Ah, la seule est bonne depuis pas, oui. Vous avez la parole. J'ai appelé pour vous dire merci pour l'émission. Oui. Merci parce que depuis un moment, quand vous parlez des prénoms, nous Oui. nous demandons mais qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Nous qui avons déjà été mal prénommés. Oui. Aujourd'hui, j'ai bien compris qu'il est possible de venir en consultation pour la récupération de ces prénoms. Absolument. Et je suis très contente et j'ai voulu vous dire merci. Merci. Après cela, j'ai bien écouté l'histoire de Imhotep. Oui, Imhotep. Ça a été tout le temps caché. Et j'ai vu là vraiment que c'est un homme qui avait marqué vraiment son temps. Oui. Donc, je comprends quand vous nous invitez à la connaissance pour savoir, je vois pourquoi vous faites ça. Oui. Allô? Oui, je vous suis. Oui, j'ai fini. Merci beaucoup. Alors, laissez-nous tout ça dans les commentaires. Ça nous fera toujours plaisir de vous relire après. Et d'autres qui vont, cette émission qui va remonter vers d'autres, comprendront aussi donc qu'ils ont trouvé en ce génie
une inspiration pour aller de l'avant. Alors nous devons laisser à la postérité une vie meilleure, une vie autre que celle que nous avons menée, parce que nous sommes en train de mener une vie de souffrance. J'espère que vous êtes d'accord avec nous. Et que demain, il faut que les mamans qui portent les enfants soient en mesure d'écouter les prénoms, soient en mesure d'attribuer les prénoms aux enfants qu'elles ont portés, et que les papas, les tantes, les oncles, les pépés, tous ceux-là qui avaient la charge d'attribuer les prénoms, comprennent que l'attribution des prénoms, c'est exclusivement du domaine de la femme qui a porté cet enfant. C'est une grande révolution. Elle est sociale, elle est culturelle, elle est philosophique, mais nous sommes bien obligés de passer par là. Et quand vous avez vu l'histoire de ce génie Imhotep, vous avez compris qu'il n'a pas du tout baissé les bras, il a continué. L'Europe a effacé son nom de tous les livres d'histoire, mais il continue de vivre. Il continue aujourd'hui donc de montrer le chemin. Et vous avez vu Hippocrate, c'est 2000 ans après que celui-là qu'on a prénommé ou qu'on a peut-être baptisé d'être le père de la science, le père de la médecine notamment, je parle d'Hippocrate, c'est 2000 ans après Imhotep que lui, il est venu. Alors donc, nous allons poursuivre ce travail. Il est inlassable, nous n'allons pas nous fatiguer, nous n'allons pas nous décourager. Nous allons continuer, c'est pour ça que tout à l'heure, ma soeur Yelomé, je disais qu'ici, nous ne manipulons pas les opinions, nous n'utilisons pas une langue de bois, nous allons droit au but, parce qu'il y a des secrets qui ont été cachés, des connaissances qui ont été cachées pendant longtemps, et ces secrets ne sont pas parvenus au grand public. J'espère que vous avez eu l'occasion d'en découvrir aujourd'hui. Si vous êtes encore là, tant mieux. Si vous êtes parti, à très bientôt. Merci, on laisse la ligne à d'autres personnes pour nous appeler. C'est votre tour, chers amis qui suivez cette émission, c'est votre tour. Soeja, certainement, va nous accompagner. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, bien-aimé frère maître. À qui j'ai l'honneur? C'est la sœur Virginie Moussoukan. Oui, merci d'avoir appelé. Merci, bien-aimé frère maître. Oui. Oui, j'appelle pour vous remercier pour les secrets que vous nous aviez révélés ce jour dans l'émission. Oui. Les secrets qui nous ont cachés. Oui. Je n'ai pas grande connaissance de celui que vous avez présenté aujourd'hui, ce grand homme Imhotep. Oui. Je n'ai pas une grande connaissance de lui. Oui. Mais tout ce que vous avez dit aujourd'hui, ça m'a émerveillé. Oui. Que tout a commencé depuis l'Afrique. Même s'ils nous ont caché la vérité, l'heure a sonné pour que nous relevions le défi, pour que nous montrons que nous sommes des capables. Tout à fait. Je voudrais vous remercier très sincèrement pour ce message du jour, le message sur Imhotep. Merci. Ça m'a vraiment ému, ça m'a impressionné. Ouais. Et je vais réécouter pour mieux connaître l'homme, Ouais. celui-là même, qui a bâti le monde, on va dire. Ouais. Je voudrais aussi vous remercier pour cette opportunité que l'ISEP nous donne pour récupérer nos prénoms. Ouais. Nous avions été mal prénommés par les parents nous-mêmes, sans la connaissance vraie. Nous avons continué par prénommer nos enfants. Nous avions prénommé aussi mal nos enfants. Oui. Et la souffrance ne fait que continuer. Oui. Mais depuis, nous avons cette soif de récupérer les prénoms. Oui. Et comme l'ISEP nous donne la possibilité, nous allons faire l'effort pour récupérer nos prénoms originels. Merci bien. Pour quitter la souffrance Merci bien. dans laquelle nous sommes depuis des siècles. Merci infiniment. Je voudrais vous remercier très sincèrement pour les enseignements du jour, bien-aimé frère maître. Merci, merci. Donc, vous êtes mal prénommé, vous aussi. Oui, bien-aimé frère maître. Et pourtant, vous portez un prénom Virginie. Oui, bien-aimé frère maître. Vous en connaissez la signification? Non, je ne connais pas. Et vous portez ça quand même. Oui. Vous voyez, comme beaucoup d'autres personnes, ils portent des prénoms dont ils ignorent, non seulement les origines, mais ils ignorent également la portée vibratoire des prénoms qu'ils portent. Et ils sont
un peu comme aveugle dans une forêt. Et chacun navigue à vue. J'espère que votre promesse est entendue. Faites l'effort désormais à conseiller les gens autour de vous pour qu'ils apprennent à bien prénommer leurs enfants, à défaut de confier le soin à l'ISEP, donc d'écouter les enfants à leur place, au moins éviter ce qu'il faut éviter. Donc voilà, nous allons laisser le soin à d'autres personnes. Merci d'avoir appelé sœur Virginie. Un autre derrière la sœur Virginie. Bonjour. Bonjour. Il n'y a pas encore un autre... Nous allons continuer avec Soeja en espérant que bientôt vous serez avec nous. Bonsoir, bien-aimé frère maître. Oui, bonsoir. Qui j'ai l'honneur? C'est le frère Kowe David. Ah, Kowe David, Guy Lobert. Oui, bien-aimé frère maître. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Bogandji. Ah, Bogandji, c'est dans le département du Koufo. Oui. Dans l'arrondissement de Kisame. Voilà. Très bien. Il faut saluer les amis de Bogandji. Merci, bien-aimé frère maître. Que j'aurai bientôt le plaisir de découvrir. Merci, bien-aimé frère maître. Ça me fera du plaisir. Merci bien. Alors, vous avez la parole, ami Kowe David. Oui, bien-aimé frère maître. Oui. Vraiment, j'ai été très, très intéressé par rapport à la nouvelle rubrique que vous avez introduite dans l'émission de ce jour, oui. Force du savoir. Oui. Et j'avoue, ce matin, j'ai discuté avec ma nièce, oui, sur la notion de Jésus-Christ et les prières qu'elles font à tout moment. Oui. Et puis l'enfant me dit, mais nous disons que c'est tout, c'est en Afrique et pourtant c'est les Blancs qui fabriquent tout ce que nous utilisons. Tout à fait. Et que pourquoi tout ce que nous utilisons comme instruments ou non ne sont pas fabriqués chez nous en Afrique. Mm-hmm. Bon, moi je l'ai répondu, ne connaissant pas ces notions du savoir de Imhotep. Oui. Je l'ai répondu que de savoir qu'aujourd'hui tout ce que les Blancs font, ça provient de chez nous ici en Afrique. C'est ça. Et que l'Afrique a été le premier continent du monde. Et c'est pour d'ailleurs qu'on dise que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Oui. Donc, et que les gens ont tout fait pour effacer notre histoire, pour mettre en place leur propre histoire qui les appartient. Tout à fait. Et que ce qui a fait que même aujourd'hui, on n'étudie pas les héros de chez nous. On ne sait pas si la technologie, ça provient de chez nous. Oui. Mais les matières premières, tout ce que les Blancs utilisent chez eux, tout provient de l'Afrique. Oui. Et que je lui ai montré que c'est pour cela même que l'Occident fait la guerre avec l'Afrique, on le renvoie et il ne veut pas quitter. Tout à fait. S'il quitte, tantôt, tout à l'heure, il va quitter le rang des grandes puissances. Tout à fait. Donc, bon, comme elle ne comprend pas aussi trop de français, oui, j'ai essayé de lui expliquer un peu ce qui se passe dans le monde actuel. Et, bon, étant chrétienne fervente, elle n'arrive pas à comprendre bien ce que je suis en train de dire. C'est ça. Mais la notion sur Imhotep aujourd'hui, oui, ça m'a permis de renforcer ma connaissance, oui, pour bien comprendre que l'Afrique, c'est le début de toute chose dans ce monde. Tout à fait. Oui, ils nous ont imités et puis ils ont tout fait pour effacer notre histoire que nous sommes appelés à réécrire à notre présence. Oui, bien sûr. Oui, cela nous permettra d'éclairer nos enfants et nos fils qui viendront pour comprendre que tout est parti de chez nous et non de chez eux là-bas. Tout à fait. Oui, vraiment, je vous remercie pour cette nouvelle rubrique introduite
qui nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Merci, j'espère que vous allez faire l'effort de récupérer vos prénoms. Oui, ça là, je l'ai déjà mis dans mes programmes. David, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le roi David, c'est ça? Bon, c'est juste pour blaguer un tout petit peu. Nous allons laisser le soin à d'autres qui appellent là. Merci bien et bon dimanche à Bogandji. Un autre, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, à qui j'ai l'honneur s'il vous plaît? Le frère Honwi Adolphe. Ah, mon frère Honwi Adolphe. Oui, bien aimé frère. Cette chaleur, ça nous manque. Bientôt, on se retrouve. Merci, bien aimé frère. Merci bien. J'ai eu, je dirais, la chance et le privilège de suivre du début jusqu'à la fin l'émission de ce jour en direct. Oui. J'ai eu aussi la chance d'avoir la ligne. Oui. Et je voudrais d'entrée vous dire ma paix pour cet engagement à faire la lumière sur prioritairement nous, les jeunes qui avons décidé de faire partie de la génération audacieuse ouais. Et sur toute l'humanité. Je voudrais aussi dire merci pour les services. Parce que quand je pousse les... Voilà, notre frère Onouiado fait partie. Cet thème va nous revenir. Il était dans un très bon développement, mais qui a été coupé. Et certainement, si ce n'est pas à son niveau, ça doit être forcément un défaut quelque part. De toute façon, il n'y a pas ce hasard. Nous continuons avec certainement d'autres qui vont nous appeler, espérant que dans quelques minutes, nous allons nous arrêter pour passer à autre chose. Merci de prendre la ligne. Allô? Allô, bonjour, bien-aimé frère. Bonjour. C'est le frère Akouva Hilaire. Ah, le frère Akouva Hilaire. Depuis Godomain ou Ouamen? Depuis Godomain, Togoudo. Togoudo, c'est derrière le tort, non? Oui, oui. Le tort du pont, le petit pont là, le tort qui est au niveau du petit pont. Togoudo, derrière le coup d'eau. Oui, oui, le coup d'eau. Voilà. Bien informé, je vous remercie pour les précieux enseignements que vous venez de nous transmettre. Oui. Et surtout les enseignements à propos de Imhotep pour nous révéler notre potentiel depuis des millénaires. Depuis des millénaires. Depuis des millénaires, nous les Noirs, nous les Africains. Oui. Je voudrais faire passer ce message aussi à nos amis auditeurs. Oui. J'ai compris que le prénom est le réservoir, notre réservoir d'énergie. Tout à fait. Je demande aux auditeurs et à tous nos compatriotes de comprendre que prénommer nos enfants et récupérer nos prénoms devrait être le premier acte, l'acte le plus important de notre vie. Oui. Parce que si nous arrivons à prénommer très tôt nos enfants, nous leur évitons les problèmes, les difficultés, les souffrances, et nous-mêmes qui sommes leurs géniteurs, qui allons les accompagner dans leur vie, nous évitons les problèmes que nous allons avoir en les élevant. Oui. Et si nous-mêmes, nous avons grandi qu'on a été mal prénommé, notre premier projet, au lieu de chercher à acheter une voiture, acheter un terrain, une maison, le premier projet de notre vie devrait être la récupération de nos prénoms. Oui. Et c'est pour ça que j'invite les uns et les autres à vite rejoindre l'ISEP
pour vraiment régulariser cette situation avant même de commencer leur projet de vie, tout ce qu'ils ont à faire. Oui. Voilà. Bien aimé frère maître, je vous remercie infiniment pour ces enseignements. Bien aimé frère maître, je laisse faire ma parole. Merci, mon frère Pouvoiler, pour ce précieux conseil. Je profite pour dire ceci dans ma langue, la langue que je maîtrise le mieux. On dit chez moi, encore dinameno, c'est-à-dire que le prénom, forcément, a une influence sur votre vie. Alors moi, j'ai connu des gens que l'on a prénommés dans ma région Kolou. Vous savez ce que ça veut dire, Kolou? Kolou veut dire tas d'ordures. Tas d'ordures. Est-ce qu'on peut, en temps normal, prénommer quelqu'un tas d'ordures? Non, non, non. Parce que simplement, vous savez pourquoi on a prénommé cet enfant Kolou? Parce qu'on veut éviter que la mort vienne en fait saisir cet enfant à la suite des décès antérieurs que sa maman avait connus. Donc sa maman avait perdu près de 4 ou 5 enfants avant la naissance de celui-ci. Et les parents se sont dit, bon, mais si on dit que c'est un tas d'ordures, personne ne viendrait en fait le chercher. Et on l'a prénommé Kolou. Aussi simplement que ça, il est très pauvre. Il mène une vie vraiment d'ordure et ça confirme ce que l'on dit, c'est-à-dire que le prénom a forcément une influence sur la vie de quelqu'un. Alors je prends également un autre prénom comme ça, une personne qui porte un prénom qu'on lui a attribué, Noubali. Noubali veut dire néant, c'est-à-dire que, oui, et on a prénommé l'enfant Noubali, donc c'est du néant. Or, avec le néant, vous ne pouvez pratiquement pas construire grand-chose. Alors, Noubali est resté dans sa vie, et puis bon, rien, absolument rien. Donc, c'est pour confirmer ce que vous avez dit et montrer que votre appel n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Nos compatriotes, ceux qui vont suivre cette émission, et ils vont comprendre et prendre la bonne décision. À vous également de partager, booster, pour que ça puisse aller au plus grand nombre d'individus, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, en Asie, partout, nous sommes mal prénommés. Et comme vous le savez, dans les cultures qui sont les nôtres, c'est que chacun redouble d'ardeur pour dire, comme l'enfant est le premier-né, absolument, il doit s'appeler tel. Il est le second-né de la famille, et on doit l'appeler tel. Nous sommes des Africains, mais nous avons des parents arabes, et nous portons les noms des musulmans, alors que nous ne sommes pas arabes en réalité. Nous sommes en Afrique, nous ne sommes pas des Romains, nous ne sommes pas en fait des Juifs, mais nous portons des noms que les autres ont fabriqués pour nous. Et ce qui reste la source essentielle pour aller à l'attribution des prénoms, c'est un peu comme les calendriers. Je pense que nous devons faire l'effort et comprendre qu'il faut modifier les paradigmes et savoir qu'en réalité, il y a forcément une fécondation astrale qui reste l'élément déterminant à cette fécondation astrale. C'est en ce moment que tout est programmé dans l'être qui va venir. Et une fois que cette fécondation astrale est terminée, elle se manifeste sous la forme de fécondation physique. Et 3 mois plus tard, l'âme qui était déjà incorporée à ce corps qui était en préparation commence par se manifester pour dire, écoutez, je vais vous communiquer les prénoms que je porte, afin qu'à la venue au monde, que vous ne vous hasardiez pas à m'attribuer les prénoms que vous voulez. Alors, nous n'écoutons pas ce langage. Nous n'écoutons pas les enfants que nous portons dans notre ventre. Et puis quand l'enfant il descend, allez, on lui attribue les prénoms que l'on veut. Chacun qui va comme il entend. C'est des prénoms insolites, c'est des calembours, c'est des prénoms parfois on compose. Et puis même quand on finit par donner un prénom inadapté, on diminue ça encore. Et puis les enfants, ils sont écartelés. Hein, vous le voyez aujourd'hui, je dis, voilà, le monde qu'on nous a préparé, nous, maintenant que nous prenons conscience, il faut préparer un autre monde maintenant pour nos enfants. Et c'est pour ça que tout à l'heure, dans le sujet de réflexion, nous avons mis en parallèle ce qui se passait autrefois à ce qui se passe aujourd'hui. Hier, avant, autrefois, le tableau était intelligent, puis aujourd'hui, vous comprenez bien, l'enfant était plutôt intelligent, mais aujourd'hui, c'est le tableau qui est intelligent. À vous de comprendre quelque chose. Merci d'avoir appelé depuis Togudo. J'espère que le Tor, qui est le cours d'eau, est très bien là-bas chez vous. Je souhaite un très bon dimanche et à très bientôt, mon frère Apouvo Hilaire. S'il y a un autre, bonjour.
Bonjour, c'est toujours Adolphe qui revient. Ah, c'est mon frère Adolphe qui était dans un magnifique développement. Alors, vous allez continuer? Non, j'ai juste une question, je ne vais pas continuer. Oui. J'ai juste une question. En fait, je remarque que ce temps-ci, oui, j'entends une expression à une vague de personnes au TEP. Bon, aujourd'hui, j'entends Ibotep oui, pour la première fois. oui, Je pose la question très respectueusement, bien aimé Fanak, oui. pour savoir s'il y a un lien ou bien si c'est toujours la manipulation d'effacement de la mémoire et de l'histoire. Je laisse ma parole. Merci bien. Je vais inviter tous ceux qui sont intéressés par cette question de faire la recherche et de nous mettre les réponses dans les commentaires. Ce qui est évident, c'est Imhotep. Imhotep, c'est le très grand génie qui a été blanchi. C'est celui-là, en fait, donc c'est un grand savant, un grand médecin, un philosophe, un mathématicien. Il a été tout. Il a montré, en fait, donc, que le savoir a une force et nous devons, en fait, nous en inspirer. Et vous voyez très bien qu'il a fallu qu'il naisse. Il a fallu, donc, qu'il porte les prénoms qui lui étaient destinés. Sa mission a été accomplie et totalement bien accomplie. Merci d'avoir appelé et de nous avoir mis le doigt sur cette réalité. Hotep, Imhotep, allons-y et nous y arriverons. Merci. Merci bien aimé Fanak. Merci mon frère. Derrière notre frère Adolphe, oui, c'était il y a quelqu'un qui se cache. Nous avons encore 5 minutes pour clôturer cette émission. Nous aurons passé plus d'une heure et demie ensemble, je l'espère. Soyeja nous parvient ici à peine dans nos studios. Oui, c'est bien. En attendant, c'était le dernier appelant. Je voudrais vous rappeler que c'est pour nous aujourd'hui un devoir d'avoir le mouchoir magnétique. De toute façon, le mien, le voilà. Je vous l'ai montré suffisamment. Renseignez-vous, demandez comment il faut l'utiliser. Passez dans nos bureaux. C'est un outil très précieux que vous devez avoir sur vous à tout moment. Et en invoquant les frères et les sœurs d'ici d'ailleurs, ça vous apporte forcément du mieux-être et ça atténue les souffrances qui sont les vôtres. Devenir maître de sa destinée. Une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. À l'ISEP, nous recevons la création. Avec Maître Justin Dongwe-Houndé, métaphysicien, sociologue de l'éducation, vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations, découvrir le territoire de votre potentiel, les clés du bonheur et des formules sacrées. Pourvu de lumière et dans la plénitude. Une émission pour vous aider à atténuer vos souffrances, vivre mieux et longtemps. Inonde les chantiers de